Et donc j'ai vécu en Côte d'Ivoire de mes 0 à mes 8 ans. Et ensuite la guerre a éclaté. À l'époque c'était l'armée française. Et donc en fait on est monté dans des hélicoptères militaires pour pouvoir sortir de la ville où effectivement ça tirait dans tous les sens. Je me suis rendu compte que j'étais noire parce que des réflexions sur la couleur de peau, sur les cheveux, d'une camarade de classe qui ne voulait pas jouer avec moi parce qu'elle trouvait que la couleur de ma peau c'était pas trop ça. Ça ne lui plaisait pas trop. Donc j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce pays. Et dans le même temps, je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire parce que je suis partie. J'ai été voir une psy en fait, tout simplement. Les personnes de la communauté noire qui considèrent qu'on peut gérer nos trucs, voilà, il n'y a pas besoin de l'intervention d'un professionnel. Je m'en fous en fait de comment c'est perçu. Honnêtement, vous avez un réel problème. C'est pas une histoire de couleur de peau, c'est un problème de blanc, c'est un problème de... Non, il faut arrêter avec ça. Donc non, c'est important de le rire. Donc les personnes qui sont encore dans cette mentalité de oui, non mais il n'y a pas de problème, on vit des choses difficiles et nous on les vit, en fait c'est juste pas normal de devoir vivre des choses difficiles. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée qui va nous parler d'un événement majeur qu'elle a vécu dans son enfance. Elle nous racontera ce qui s'est passé concrètement, l'impact que ça a eu sur elle en tant qu'adolescente, mais aussi en tant que jeune femme, et les leçons qu'elle en a tirées. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Naki. Salut Laurence, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Nickel. Bienvenue dans Résonance. Merci. Avant de commencer, j'ai un rituel pour toi. Okay. Je te donne le début de la phrase et tu la complètes. Okay. Je me sens moins seule quand? Je mange. Ok. C'est recevable. Juste pour que tu comprennes, comme on est dans Résonance et que le but c'est vraiment de faire écho avec d'autres personnes, le petit rituel c'est de savoir un peu ce que chacun fait quand il se sent peut-être seul ou surtout qu'est-ce qui va lui donner la sensation de ne pas être seul. Alors Naki, dès ton jeune âge, tu es contrainte de quitter ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire, pour la France. Mais certainement que tu avais un quotidien avant ça, tu avais une routine. Donc c'était quoi ta vie avant que cet événement ne survienne? Alors, c'était la vie d'une enfant, tout simplement. Donc je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 8 ans. Donc, pour le contexte, la Côte d'Ivoire est entrée en guerre civile à la fin des années 90, au début des années 2000. Je laisse les personnes qui sont intéressées par le sujet se renseigner sur le pourquoi du comment. Mais disons que c'était un pays d'Afrique de l'Ouest comme un autre, qui était en plein développement, ça se passait très bien. Donc j'ai connu cette Afrique qui a été un peu la fondation de ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est très cliché, hein, mais mes racines, elles viennent de là. Donc mon quotidien était très simple. Très simple, toujours entourée, toujours en famille, parce que les sociétés africaines fonctionnent, alors en Europe aussi, mais là-bas, le mot famille est quelque chose d'ultra important. À quel âge, à peu près? Alors, j'ai vécu en Côte d'Ivoire de mes 0 à mes 8 ans. Et ensuite, la guerre a éclaté, et à l'âge de 8 ans, je suis arrivée en France avec ma mère. Mais comment ça se passe, ce départ? Est-ce qu'il est brusque, c'est du jour au lendemain, tu te réveilles et maman te dit en fait on doit voyager, on doit partir, ou il y a quand même le temps de se préparer? Alors, il n'y a pas réellement le temps de se préparer à ça. Je ne pense pas qu'à 8 ans tu sois préparé à quitter ton pays d'origine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup d'État. Et à l'époque, nous, on vivait dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu une espèce de cavale du nord vers le sud, parce que l'aéroport international se trouve à Abidjan, dans le sud.
Donc une espèce de cavale. Alors les souvenirs sont assez flous, Oui, parce mais que tu étais très jeune. j'étais très jeune, mais je me souviens qu'on s'était arrêté à un moment dans un hôtel, ou est-ce que c'est un motel, peu importe, et on entendait tirer dehors. Et puis, je me souviens de l'ami de ma mère, parce que pour le coup, on était plusieurs, on était un petit groupe, de l'ami de ma mère, qui effectivement n'était pas bien parce qu'elle avait cru voir des corps. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Il y a eu également un moment où, quand on est parti de Gorogo, c'est la ville en question, on a été transvasé à une autre ville en hélicoptère. Et à l'époque, c'était l'armée française qui intervenait, qui est restée pendant un petit moment. Et donc, en fait, on est monté dans des hélicoptères militaires pour pouvoir sortir de la ville où, effectivement, ça tirait dans tous les sens. Donc, vraiment, c'est resté assez flou, cette période. Ça m'a marqué suffisamment pour que je m'en souvienne, mais je ne saurais pas te donner des détails ultra précis. Parce que là, quand tu me dis, par exemple, que vous êtes monté dans un hélicoptère français, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, peut-être parce que dans la ville dans laquelle on n'était pas vraiment impacté, tu vois. Mais je sais que quand on parle de crise, c'est vraiment la panique, chacun se cherche et tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un moyen de transport. Et donc, c'est pas si banal que ça d'avoir un hélicoptère pour s'évacuer. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez cette chance, entre guillemets, de vous faire évacuer par hélicoptère français? Alors, à l'époque, ma mère, en tout cas, était en couple avec un Breton. Donc, un homme blanc, un Français, breton, qui était installé en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Et donc, ils ont évacué le quartier français. Donc, au moment où ça a commencé à tirer, nous étions dans le quartier français à ce moment-là, donc ils ont évacué tous les gens toutes les familles en fait, qui s'y trouvaient. Déjà, est-ce que quand vous êtes évacué par hélicoptère, vous vous retrouvez à Abidjan et c'est là que vous prenez un vol? On s'est retrouvés dans une autre ville, alors un peu dans le centre de la Côte d'Ivoire. Je ne sais plus précisément, je pense que c'était Yamoussoukro, mais j'en suis pas certaine. Et ensuite de Yamoussoukro, on a été sur Abidjan. Et d'Abidjan, là, pour le coup, effectivement, on est parti, quoi. D'accord. Quand tu arrives en France, c'est quoi tes premiers souvenirs en termes d'impression? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Alors, mon premier gros souvenir, c'est le froid, évidemment. Le froid parce que, j'ai quitté un pays africain, il fait chaud à l'année, voilà, et on arrivait en automne, donc on sent le temps gris, un peu pluvieux, donc ça a été mon premier souvenir. Je me souviens de la première fois que j'ai vu de la neige, donc ça a été quelques semaines plus tard, ça évidemment ça m'a marqué. Donc quand on est arrivé, ma mère a fait toutes les démarches qu'il fallait pour m'inscrire à l'école, que je puisse retrouver un rythme assez rapidement. Et là c'est à Paris. Et là on est à Paris. On est à Paris. Après, c'est un enfant, ça s'adapte assez facilement, assez rapidement, quand on le met dans un contexte. Donc le fait d'être baigné comme ça, directement dans une culture française, en plus on est à Paris, donc d'échanger avec d'autres personnes et discuter, en fait tu apprends comme ça sur le tas. Donc ça a été une année un petit peu de transition, parce qu'il y a beaucoup de codes français que je n'avais pas forcément. Et puis après ça a été tout seul. Oui. À t'entendre parler, ça va vite, mais après, même si on est enfant, on est quand même attaché, tu vois. Quand on est enfant, on a nos amis, on a nos petites habitudes. Bien sûr. Tu vois. Et donc, même si tu t'adaptes, tu n'apprends pas du jour au lendemain. Peut-être qu'il y avait au départ une timidité, un retrait. Ouais. Est-ce que c'est des trucs qui te parlent, ou toi, ça a été de nature, tu es extraverti, donc ça s'est fait facilement, aller vers les autres enfants? Je ne suis pas de nature extravertie du tout. En revanche, c'est vrai que ce côté de quitter un endroit pour aller à un autre endroit, et puis en fait, suivre un petit peu le mouvement, c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire. Parce que quand on était... Alors, ça c'est typique, je te le dis à toi, tu le sais bien évidemment, mais pour les personnes qui ne seraient pas au courant, en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, on a ce truc où on peut aller chez un tuteur très facilement. Donc,
quitter son lieu d'habitation pour aller chez un tuteur ou une tutrice pour être scolarisé parce que on préfère aller dans cet établissement-là ou parce que le quotidien du parent fait qu'il ne peut pas forcément s'occuper de gérer ça et ça et ça, fait que généralement les enfants vont être mis chez quelqu'un de confiance. Il y a aussi une question financière, bien évidemment, qui va jouer. Chez une personne de confiance où on sait que l'enfant pourra suivre une scolarité qui est très simple. Moi, dans mon cas, ma mère partait, à l'époque, elle travaillait avec UNICEF, je crois, où elle se déplaçait dans des villages, puis en fait, voilà, vous voyez l'UNICEF, c'est une association, donc elle se déplaçait ponctuellement, ce qui fait que c'était quand même plus simple si j'étais chez quelqu'un à l'année. Donc, j'ai eu l'habitude, en fait, d'aller chez un tuteur, une tutrice, en l'occurrence. Donc voilà, quand c'est comme ça, tu arrives dans un nouveau contexte, tu rentres dans une nouvelle école, tu discutes avec des camarades de classe, voilà, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Voilà, tu l'avais déjà vécu quand tu étais en Côte d'Ivoire, du coup tu as plus ou moins appliqué la même chose quand tu es arrivé. C'est ça. Tu disais qu'il y a même une tata qui était mal parce qu'elle a vu des corps, donc tu as vécu la crise, quand tu as vu des images. Mais parfois on voit des choses qu'on ne comprend pas. Donc est-ce que tu as posé des questions, tu as essayé de comprendre en fait pourquoi du jour au lendemain vous êtes ici, demander après tel tata que vous avez laissé au pays, tu vois, tel oncle. Est-ce qu'à un moment donné tu as eu cette conversation avec maman pour essayer de comprendre? Aujourd'hui, je le vois avec des yeux d'adulte. Ma mère m'a présenté les choses de sorte à me choquer le moins possible. Et à ce que je vois la partie positive et pas forcément la partie négative. Ce côté, on va en France, donc c'est quand même très cool. Mais ce qu'il y a quand on est enfant, je pense qu'on ressent quand même pas mal de choses et on va éviter de mettre notre parent dans une situation qui est délicate. En tout cas, on ne va pas le faire intentionnellement. Donc, s'il y a eu des moments difficiles pour ma mère, parce qu'elle, c'était toute une vie quand même qu'elle quittait. Moi, j'étais enfant, elle, c'était toute une vie qu'elle quittait. S'il y a eu des moments comme ça, je pense que j'ai dû éviter de lui en rajouter une couche. Donc, quelque part, tu as peut-être pris sur toi. J'ai pas l'impression que ça a été une charge ou que j'ai pris sur moi. D'accord. Maintenant, ça a eu d'autres impacts plus tard dans ma vie, mais en tout cas, à ce moment-là, non, je l'ai pas vécu comme ça. Ouais. Du coup, ça fait une belle transition, parce que ça allait être ma question d'après. Quel impact ce changement-là a eu dans ta vie? Alors, ça a eu un gros impact à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence. Donc on est parti, j'avais 8 ans. L'adolescence, bon, c'est à peine quelques années plus tard, 5 années plus tard. Donc, mais ça arrive vite. Ça arrive vite. Entre mes 8 ans et disons mes 12 ans, je me suis rendu compte déjà que j'étais noire. Parce que je suis arrivée en France, a priori. C'est un pays de majorité blanche. Je me suis rendu compte que j'étais noire parce que des réflexions sur la couleur de peau, sur les cheveux, sur certains comportements des enfants. Alors je me souviens particulièrement d'une fois, là pour le coup c'était vraiment pendant la première année quand on est arrivé à Paris, d'une camarade de classe qui ne voulait pas jouer avec moi. Classique. Parce qu'elle trouvait que la couleur de ma peau c'était pas trop ça ne lui plaisait pas trop, donc voilà, classique. Donc bon, classique parce que ça c'est un épisode qui est arrivé à je pense beaucoup d'enfants noirs en fait. Oui, mais c'est pas si classique que ça, parce que même quand tu n'as pas conscience de la couleur de ta peau, en tant qu'humain, en tant qu'enfant, quand tu subis le rejet, ça fait mal. Ah oui, tu vois, moi pour le coup j'ai des souvenirs où j'ai vécu le rejet, mais pour d'autres circonstances, où des enfants ne voulaient pas jouer avec moi. Et même en étant adulte, je me rappelle une fois, j'en parlais et j'en pleurais. Parce que ça m'a vraiment touchée en me disant, mais comment, à cet âge-là, des enfants peuvent se comporter comme ça, tu vois. Donc, c'est pas si classique que ça. Et là, tu le dis avec, tu vois. Non. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu l'as ressenti? Tu t'es dit, bof, non, ça t'a affecté quand même. Quand je dis classique, c'est que c'est pas un événement qui est isolé pour une personne noire en France. Oui, d'accord. Voilà. C'est quelque chose qu'on est très nombreux et nombreuses
à avoir vécu. D'être mis ou mise de côté parce que on ne ressemble pas aux autres enfants. Voilà. C'est en ce sens-là que c'est classique maintenant. Oui, bah j'étais pas très contente, tu t'en doutes. Puis je comprenais pas trop pourquoi ils voulaient pas, parce que j'étais trop cool en fait. Donc, mais au-delà même d'être cool, tu es simplement normal, tu es une enfant, tu fais de mal à personne. Ouais, d'accord. Non, mais voilà, c'est comme ça, les enfants ne font que reproduire ce que leur enseignent leurs parents. Donc, c'est vrai. Tu as eu, on va dire, ce déclic-là de comprendre que tu as une couleur de peau qui n'est pas, qu'elle n'est pas la bienvenue, mais qui a des réalités que la peau blanche peut-être n'a pas. Et en dehors de ça, il y a eu quoi d'autre comme impact? Alors, effectivement, on est parti sur cet épisode, mais du coup, donc très vite, je me suis rendu compte de ma couleur de peau. Et en fait, ça a grandi pendant mon adolescence, à l'arrivée de l'adolescence et pendant mon adolescence, parce que il y a un sentiment d'appartenance qui était très, très mitigé. C'est-à-dire que j'ai commencé à éprouver du déracinement. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Du déracinement, pourquoi ? Parce que, effectivement, j'avais quitté ce que j'avais connu pendant la majeure partie de ma vie. C'est-à-dire jusqu'à mes 16 ans, j'avais vécu principalement en Côte d'Ivoire. Sauf que l'adolescence, t'es à un âge où tu es en train de te construire en tant que personne. Où les références que tu vas avoir autour de toi vont énormément t'influencer. Et tu commences à construire ta personnalité. Exactement. Donc, après, on le dit en long, en large, en travers maintenant depuis quelques années, mais la représentation et la représentativité fait énormément de choses. Si tu vois des personnes comme toi qui te ressemblent dans la pop culture, en fait, tu vas te dire que c'est possible. Le fait de voir, ça te permet de te dire que c'est possible. Et à l'époque, maintenant ça a énormément changé tout ça en l'espace de ne serait-ce que 10 ans. Mais à l'époque, on était au début des années 2000, les seules femmes noires qu'on voyait, soit c'était des femmes qui étaient maman solo, qui galéraient financièrement, qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Souvent, dans les films, dans les séries, elles avaient des rôles de femmes de ménage. Tu ne les voyais pas dans des pubs pour Dior, Chanel, etc. Tu ne vois jamais de femmes noires, avocates, médecins, les classiques qu'on connaît. Et les modèles que j'avais, en fait, le vrai seul modèle que j'avais, c'était celui de ma mère, qui, elle, devait déjà gérer la vie de France, en fait. Elle a déjà des trucs à gérer de son côté. Donc, si tu veux, à ce moment-là, il y a énormément de questions qui ont commencé à popper dans ma tête. Ok, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Est-ce que je sens qu'il y a quand même une petite différence de comportement chez certaines personnes vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes copines, à l'école ? Ok, d'accord. Les modèles, du coup, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Bon, j'ai commencé à me dire, ok, il y a peut-être un souci, il y a peut-être un problème, parce que j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce pays. Et dans le même temps, je n'appartiens pas non plus, je ne partiens plus à la Côte d'Ivoire, parce que je suis partie. Donc voilà. Ça va au-delà, finalement. C'est pas que le déracinement, mais c'est une vraie question d'identité, finalement, que tu évoques. Tout à fait. Et oui, je pense que ça a eu un gros impact sur moi. Parce que je savais pas... On aime bien dire en France, on met les gens dans des cases, mais le cerveau fonctionne comme ça. On a besoin de catégoriser les choses pour pouvoir les nommer. Et mon problème, c'était ça, c'est que je ne savais pas. Je ne savais pas quoi mettre dessus, quoi dire, en fait, vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'où je me situais. Et quand on est dans cette situation-là, c'est qu'on n'a pas forcément de certitude. Et on en revient encore une fois aux fondations, aux racines. Pour pouvoir bien se développer, on a besoin d'avoir des bases qui sont solides. Donc, j'avais des bases solides parce que j'avais des parents qui étaient présents, qui étaient là ou quoi que ce soit, mais c'était assez... Alors, peut-être que j'aurais dû en parler plus ouvertement avec eux, et dans ce cas-là, ils auraient trouvé les mots. Mais à l'époque, en tout cas, j'avais pas envie de le faire, et je ne savais peut-être même pas bien identifier ce que c'était. Aujourd'hui, mais tu te posais des questions. Je me posais des questions. Mais tu t'es pas dit, il faut que j'obtienne des réponses. Donc, tu te les posais toi seul et tu essayais de trouver des solutions toi seul. Complètement.
Et après, ça, c'est quelque chose qui... J'ai toujours été comme ça, en fait. Quand je me pose des questions, je vais essayer de trouver la réponse moi-même avant de poser la question à quelqu'un d'autre. J'essaie de le faire un peu plus maintenant, mais... On va dire que c'est le pendant de ce que a voulu m'inculquer ma mère. C'est utilise les livres parce que tu vas avoir énormément de ressources. Être consciente de ta différence, parce que c'en est une, ça va forcément impacter ton comportement. Comment tu te présentes, comment tu te défends, comment tu vois ta place dans la société. Donc, est-ce qu'il y a eu ce truc-là sur toi? Honnêtement, bonne question. Je pense que ça a eu un impact dans le sens où, pas nécessairement sur ma présentation, sur ma manière d'être, mais alors, si, sur ma manière d'être avec les autres. Pas juste vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres. D'accord. Parce que systématiquement, en tout cas j'essaie, quand je rencontre une nouvelle personne, quand j'échange avec une personne, je vais essayer de comprendre c'est quoi l'environnement dans lequel elle a grandi. Qu'est-ce qui fait que, tu vois. Et comment ça se manifestait, je vais te donner un exemple très simple. Quand je voyais qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait, que ce soit dans mon école ou dans un groupe ou autre, j'ai eu tendance, et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, à aller très naturellement vers cette personne-là en lui disant « Ah bah, t'es tout seul, est-ce que ça te dit de nous rejoindre ?» Tu vois. Parce que moi aussi, j'ai été dans cette position-là à un moment donné. Alors, est-ce que ça provient de là? Peut-être que ça provient d'autre chose. Mais j'ai un petit faible pour, disons, pour les outsiders. Voilà, avec cette volonté en fait de rassembler. Oui, de créer voilà. une inclusion, Exactement. que tout le monde se trouve à sa place finalement. Parce que c'est vrai que je t'ai posé la question pour quand tu étais plus jeune. Parce que si t'en es arrivé là, tout au long de ton adolescence, ou même aujourd'hui, de vouloir défendre les outsiders, comme tu dis, ça veut dire que en termes émotionnels, ça a eu un impact sur toi. En termes de ressenti, parce qu'à un moment donné, tu t'es peut-être senti... Voilà, on l'a évoqué avec l'exemple du fait qu'il y a une enfant qui ne voulait pas jouer avec toi. Et tu as dit c'est classique. Mais quand bien même que ce soit classique, de là à en faire, entre guillemets, pas un combat, mais voilà, une valeur que tu incarnes, ça veut dire que c'est aller un peu plus loin. Donc est-ce que émotionnellement, tu pourrais décrire à quel point ça a été important pour toi d'avoir cette posture-là ou de défendre ce genre de valeur-là? Non. Je pourrais pas le décrire avec des mots, honnêtement. C'est un travail, je pense, de psychologue. Et je pense que c'est une psychologue qui aiderait probablement à positionner très précisément, tu vois, des mots sur des ressentis ou des trucs comme ça. Peut-être même que ça nécessiterait une psychanalyse, tu vois. Et quand je parle d'émotion, c'est peut-être, tu vois, de tristesse profonde que tu as pu ressentir, ou de crainte, de peur, tu vois, de peut-être plus tard revivre la même situation, mais dans d'autres circonstances, tu vois, en entreprise. Est-ce qu'il y a eu tu vois, ce genre de choses là où tu t'es dit, en fait, finalement, ce que j'ai vécu, tu l'as tellement ancré dans ton inconscient que tu t'es dit tu allais mettre en place des mécanismes pour ne pas que d'autres personnes passent par là, ou bien pour ne pas revivre la même chose? Est-ce que c'est allé jusque-là ou ça s'est fait tellement naturellement pour toi que tu n'as pas eu le temps d'intégrer ça? Ouais, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement. En fait. Ouais, c'est vraiment dans ma manière d'être comme ça, que ça s'est fait au quotidien. Ouais. Après, c'est certain que ça a eu un impact, parce que c'est vrai que là, on dit ça, mais je vais juste remettre un petit peu de contexte. Le fait que dans l'enfance, j'ai quitté mon pays d'origine, que je sois arrivée dans un nouveau pays, donc adaptation, et cette adaptation m'a amenée à peut-être prêter plus attention aux autres, en fait, qui sont potentiellement dans une situation similaire. Je sais qu'aujourd'hui, ça m'a impacté d'une manière positive, mais maintenant, sur quoi précisément et comment le processus s'est fait, ça, je ne saurais pas te le dire. D'accord. Lors de notre échange pour préparer le podcast, je me souviens d'une anecdote que tu as mentionnée, notamment le fait que quand tu es en Côte d'Ivoire,
on te traite de française. Et quand tu es ici, finalement, tu n'es pas vraiment... La peau n'est pas adaptée pour être très française. Si tu peux revenir un peu là-dessus pour nous décrire un peu... Oui. Alors, je vais redire classique encore. Non, oui, mais pour le coup, je l'ai déjà vécu, mais c'est vrai. Ça, c'est vraiment un truc des enfants de France qui sont issus de l'immigration. Ouais. En fait, d'être comme ça, le cul en deux chaises, comme on dit, tu appartiens aux deux endroits, mais tu n'appartiens ni à l'un ni à l'autre complètement. Donc, effectivement... Après, par la suite, la guerre s'est calmée, les choses sont revenues plus ou moins dans l'ordre. Ça a mis du temps, mais ça finit par arriver. Donc, bien évidemment, j'ai la possibilité de retourner en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que j'ai entendu à plusieurs reprises « Ah, c'est l'enfant de France ». Voilà. Donc oui, ça fait un petit pincement quand même. Parce que quand ce sont des paroles qui viennent de ta propre famille, bon... c'est pas forcément agréable, mais de la même manière tout ce qu'on a évoqué précédemment ici, t'es pas non plus considérée à 100% française par tout ce que l'environnement et l'imaginaire collectif te renvoient. Donc ouais, t'es un petit peu entre les deux, mais écoute, tu peux aussi faire partie des deux, ça dépend comment tu le vois. Comment tu le vois, oui. Après coup, parce que sur le moment, quand on te pointe du doigt ou qu'on te décrit comme n'étant pas totalement du coin, finalement, n'ayant pas ton appartenance totale, c'est-à-dire que finalement, on crée une sorte de différenciation, en fait, de différence. Il y a un pincement au cœur, mais avec du recul, tu te rends compte que c'est finalement une richesse, tu vois, d'avoir cette double culture, cette double identité. Tu as une vision beaucoup plus large. Oui. Tu peux nuancer énormément de choses. Et c'est certainement ce qui fait que tu as cette posture d'inclusion aussi aujourd'hui, tu vois. Après, les gens, en tant qu'humains, on n'est jamais accepté à 100%. Oui, exactement. Le fait d'être un petit peu le cul en deux chaises, ça pour le coup, c'est un sujet que j'ai décidé d'adresser. Quand du coup j'avais 25, autour de mes 25 ans, donc un petit peu plus tard dans ma vie. On a eu le Covid, on a eu le confinement qui nous a tous un petit peu retourné le cerveau, parce qu'on était forcés de rester chez soi. Et en fait, à cette époque-là, j'ai décidé en fait de créer un podcast, parce que tu te retrouves assis chez toi, obligé de penser à ta vie, qu'est-ce qui se passe, et donc j'ai pris le temps vraiment de réfléchir à cette question-là. Là, je considère en tout cas à cet âge-là que j'étais un petit peu plus mature. J'avais plus d'informations sur le pourquoi, du comment j'étais là, et je voyais beaucoup plus, pour en revenir au sujet de départ, à la position de ma mère. J'ai pu également discuter avec elle, donc ça arrivait plus tard dans ma vie. Tu as eu des réponses finalement. Bien sûr. Tu as eu beaucoup de réponses après. Sur ce que j'ai pu formuler en tout cas. Donc bien sûr, j'ai eu des réponses, mais je pense que ça arrivait au bon moment, parce que faut pouvoir comprendre aussi et entendre ce que ton parent peut te dire. Bon, à ce moment-là, il y a tout ça qui me trottait un petit peu dans la tête, et donc j'ai décidé de créer un podcast. Voilà, c'était ça l'alternative, enfin la solution en tout cas que j'ai eu à ce moment-là. Et en parallèle de ça, j'ai été voir une psy en fait, tout simplement, donc, pour tout un tas d'autres sujets, mais ça a été aussi l'occasion d'avoir le retour d'une professionnelle, où voilà, on a aussi parlé de ce sujet-là, de l'impact culturel dans la vie. Donc j'ai créé mon podcast, j'ai parlé de ce que je ressentais vis-à-vis de ça, de ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que je me considérais comme un petit peu tiraillée entre ces deux cultures-là. Et bien en fait, ça a eu un côté très, très thérapeutique, parce que le fait de poser les mots comme ça sur le papier et de le dire dans un média, c'est un petit peu soigné la relation que j'avais avec ce problème d'identité et de déracinement. Et plutôt que de voir justement ça comme étant je suis entre les deux, j'ai commencé à le voir vraiment, je suis dans les deux, je fais partie des deux, partie intégrante des deux, et ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, le fait que ce soit complètement une richesse
en fait, de pouvoir aller puiser comme ça de deux côtés. C'est une chance incroyable. Mais il m'a quand même fallu faire ce travail-là pour le comprendre, en fait. Parce que, oui, en fait, juste quand t'es plus jeune, tu vois pas les choses de la même manière. Si, avec la maturité, mais c'est très bien que tu abordes ce point-là. Parce que aujourd'hui, ça change. Et je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de changements que la société opère. Mais pour une personne noire, aller chez un psy, c'est pas courant, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes, même là, pas plus tard qu'il y a hier ou avant-hier, j'ai vu un post d'une dame qui est vraiment, qui a un public, une cible afro, qui parle de la santé mentale. Et dans les commentaires, quelqu'un qui disait, bah ça c'est des problèmes de blanc. Je me dis, bon, on vulgarise quand même le sujet, tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes encore qui croient que c'est pas un problème qui peut toucher la population noire. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, j'ai bien aimé le fait que tu aies pris le temps quand même d'aller consulter avec une professionnelle qui va t'aider à avoir des réponses. Tu disais tantôt que ça n'a pas, vous n'êtes pas allé au point où on parlait de la question émotionnelle, aller creuser. Vous n'êtes pas allé certainement sur ce terrain-là, sinon tu aurais eu des réponses. Mais déjà, ce premier travail que tu as fait pour savoir comment te positionner, franchement, c'est à saluer. Et j'encourage vraiment tout le monde à... Voilà. Il faut être acteur de sa vie. Il faut être acteur de sa vie. Il ne faut pas subir alors qu'on n'a qu'une vie. Ouais, et puis, pour en revenir aux personnes qui... moi, j'ai envie qu'on en parle quand même. Ah bon? Oui. Parce que, en fait, c'est trop important de le dire. Les personnes de la communauté noire qui considèrent que, sous prétexte, en fait, on est noir, bah, c'est bon, on peut gérer nos trucs, voilà, il n'y a pas besoin de l'intervention d'un professionnel. Ça, c'est en train d'être débunké depuis 3-4 ans, c'est en train d'être débunké, mais il y a encore des personnes qui persistent et qui disent ça. Je dis, mais en fait, vous avez un réel problème. Je veux pas... je m'en fous en fait de comment c'est perçu, honnêtement. Vous avez un réel problème parce que on vous parle de soigner des traumatismes qui sont générationnels. On vous parle de santé, on vous parle d'aller mieux en fait. Donc quelque part, peu importe ce que c'est, mais on nous a tellement ancré dans la tête que en tant que personne noire, on est solide. On peut traverser toutes les épreuves. Une femme noire, elle est super forte. Elle peut survivre à tout. Machin. On minimise en fait, même la douleur. C'est exactement ça. On minimise la douleur. Et puis en fait, on est fatigué d'être forte. Moi, je suis désolée. Franchement, moi, je suis claquée depuis un moment. Je suis fatiguée d'être forte. Quand je dois pleurer, je pleure. Quand je dois... Franchement... Mais ce qui est normal, en fait. Oui, totalement. J'ai arrêté de devoir tout prendre sur moi, là. Quand je suis fatiguée, je dépose. Tu déposes. Tu prends, tu déposes. Tu pleures, ça fait du bien, c'est tout. Et tu te vides quelque part, là. Voilà. Donc non, c'est important de le rire. Donc les personnes qui sont encore dans cette mentalité de oui, non, mais il n'y a pas de problème, on vit des choses difficiles et nous on les vit, en fait c'est juste pas normal de devoir vivre des choses difficiles. Quand on vit des choses difficiles parce que c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix, ok, en fait on fait avec parce qu'on n'a pas d'autre choix, tu vois. Mais quand on a la possibilité de pouvoir se faire aider pour pouvoir aller mieux, pourquoi en fait il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est un problème de blanc, c'est un problème de... Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Totalement. Ouais, donc j'avais envie d'en parler un peu. Oh, merci, clairement. Parce que je me suis dit, bon, on va aller dans un autre débat, mais c'est très bien si ça t'a permis de poser les mots là-dessus. Avec tout ça, comment tu te définis aujourd'hui? Parce qu'on a commencé le podcast sans que je te dise, présente-toi. Donc, on a développé tout ça. Je pense que ceux qui nous ont écoutés ont vu un peu ta quête d'identité, les questions que tu t'es posées, comment tu t'es construite. Donc aujourd'hui, si je te dis présente-toi, qui es-tu, Naki? Alors, Naki. Alors, je me définis aujourd'hui comme une afropéenne, tout simplement. Aussi simple que ça, aussi efficace que ça. C'est pas un mot que j'entends souvent. Citadine. C'est important de le dire. Ok, la précision. Dis-nous en plus. Non, parce que alors, j'adore le calme de la campagne, les grands espaces, c'est super.
Mais en fait, c'est dans les villes que les choses se passent. Maintenant, je dis ça maintenant, à 31 ans, mais à tout moment, dans 5 ans, je ne reviendrai pas du tout ce même discours, mais je sais pas, il y a une énergie des villes qui m'anime, en fait. Toutes les possibilités que ça te donne. Mais après, c'est bien d'en sortir aussi. Donc non, je me définis comme une afropéenne citadine. D'accord. Donc, fille d'Afrique et d'Europe. Il n'y a pas plus française que moi, par contre. Ok, donc tu es tout à la fois. Tout à la fois, exactement. D'accord, super. Avant de partir, j'ai un rituel de fin. C'est de te partager un mot que l'invité précédent t'a laissé. Je vais te laisser le lire toi-même. Merci. Aux personnes qui se reconnaîtraient dans ce que tu as vécu. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Que tout n'est pas fatalité, déjà. Et qu'on a complètement la possibilité de se réinventer, peu importe l'environnement dans lequel on a grandi et de l'endroit d'où on vient. Alors, je dis ça aujourd'hui dans une position, disons, avantagée, où j'ai pas de problème de santé, j'ai pas besoin de gérer une famille, j'ai pas de problème financier. Voilà, je suis dans une position qui me permet d'avoir du temps de réfléchir à ces questions-là. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Mais si on en a la possibilité, en tout cas, et si on est passé par des épreuves qui sont similaires, faut pas hésiter à se saisir du sujet, parce que en fait derrière ce sera pour le mieux. C'est quand on prend le temps de mettre son énergie sur un sujet en particulier que derrière on arrive à trouver des réponses, et derrière ça nous permet d'aller mieux, en fait, tout simplement. Du coup, merci Naki de t'être ouverte à nous, d'avoir partagé un brin de ton histoire à travers ce podcast. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Vous avez entendu le message de fin de Naki. Peu importe votre environnement, il est possible d'en faire une force, d'en tirer des leçons pour avancer dans votre vie. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye bye. À bientôt.